ma belle-sœur a convaincu mon mari de changer notre testament, me retirant comme bénéficiaire au cas où je le quitterais. Sa famille a célébré leur plan intelligent tout en compatissant à son mariage risqué. Quand il a signé les documents, il n'avait aucune idée de ce que j'avais déjà changé. Assurons-nous simplement qu'elle ne reparte avec rien. Ces mots m'ont frappé comme de l'eau glacée alors que je me tenais figé devant le salon d'Alisa, le plateau à thé en argent tremblant dans mes mains. Les délicates tasses en porcelaine cliquetaient contre leur soucoupe, créant une symphonie de trahison qui semblait résonner dans le couloir. Je me suis pressé contre le mur, retenant mon souffle, tandis que le rire de ma belle-mère, ce même rire chaleureux qu'elle m'avait adressé quelques heures plus tôt, suivait la phrase la plus cruelle que j'ai jamais entendue à mon sujet. « Oh Aurélie, tu es terrible », murmura Élise, mais son ton portait de l'amusement, pas de la désapprobation. « Mais tu as raison, nous ne pouvons pas laisser 20 ans de construction de la réputation de cette famille être transmis à quelqu'un qui pourrait simplement partir. » L'ironie me brûlait la poitrine. Me voici, littéralement en train de leur servir du thé comme la belle-fille que j'avais si désespérément essayé d'être, pendant qu'ils complotaient ma destruction financière. Mes jambes se sentaient instables, mais je me suis forcé à rester immobile, à écouter, à comprendre enfin ce que j'avais été trop naïf pour voir pendant 3 ans. Aurélien a toujours été trop confiant, continua Aurélie, sa voix portant le même ton autoritaire qu'elle utilisait lorsqu'elle réorganisait sa garde-robe ou annulait ses projets. Souviens-toi de Serena, au moins elle avait la décence de venir d'une famille aisée. Celle-ci. Elle s'arrêta, et je pouvais presque voir sa main dismissive. Celle-ci travaille dans cette petite entreprise de marketing au centre-ville. Qu'est-ce qu'elle gagne? 40 000 francs par an. C'est embarrassant. Le plateau à thé devint plus lourd dans mes mains alors que les souvenirs affluaient, chaque regard de travers, chaque compliment ambigu, chaque fois qu'elle m'avait fait me sentir petite. Tout s'est cristallisé en ce moment de clarté parfaite et horrible. J'aurais dû le voir venir. Lors de notre réception de mariage, le premier drapeau rouge flottait juste devant moi, mais j'étais trop aveuglé par l'amour et l'espoir pour le remarquer. Aurélie avait emmené Aurélien loin de notre table d'honneur juste au moment où le dîner était servi, prétendant avoir quelque chose d'urgent à discuter concernant le photographe. 20 minutes passèrent pendant que j'étais assise seule, la chaise vide de mon nouveau mari à côté de moi, comme une manifestation physique de la façon dont le reste de notre mariage allait se dérouler. « Où sont-ils allés ?» avait demandé la grande-tante Margot, ses yeux pétillants de champagne et de curiosité. « Juste quelques affaires de famille à régler », avais-je répondu, forçant mon sourire à rester éclatant, tandis qu'à l'intérieur, quelque chose de petit et de confiant commençait à se flétrir. Les autres invités se déplaçaient mal à l'aise, engageant des conversations polies sur les fleurs, la musique, n'importe quoi pour combler le vide gênant laissé par l'absence du marié. Lorsqu'Aurélien est finalement revenu, le bras d'Aurélie fièrement enlacé au sien, son expression avait changé. Le regard doux et adorateur qu'il avait porté pendant nos vœux avait été remplacé par quelque chose de plus distant, de plus pensif. Plus tard, beaucoup plus tard, j'ai appris qu'elle avait passé ces 20 minutes à planter les premières graines de doute quant à mes motivations pour l'épouser. « Promets-moi juste que tu seras prudent », lui avait-elle murmuré, sa voix dégoulinant d'inquiétude fraternelle. « Je veux dire, tu sais que je l'aime, mais les chercheuses d'or peuvent être très convaincantes. Elles doivent l'être. » Bien sûr, je ne savais rien de tout cela à l'époque. Je m'étais convaincu que le comportement d'Aurélie était simplement un instinct protecteur, la lassitude naturelle d'une sœur qui veillait sur son frère depuis 32 ans. Je me suis dit qu'elle se réchaufferait une fois qu'elle aurait réalisé que j'aimais sincèrement Aurélien, que je n'étais pas une femme opportuniste essayant de gravir l'échelle sociale. Comme j'avais été stupide. Aurélie avait toujours été la marionnettiste de la vie d'Aurélien, et j'étais entré dans son monde soigneusement orchestré sans réaliser que je perturbais son contrôle. Elle avait choisi ses vêtements depuis l'université, des chemises boutonnées impeccables et des pantalons ajustés qui le rendaient attrayant mais professionnel. Elle avait guidé ses décisions de carrière, le dirigeant vers le cabinet comptable familial où elle pouvait surveiller ses progrès et ses relations. Plus significatif encore, elle avait choisi ses petites amies précédentes, chacune une copie d'elle-même, riche, connectée socialement et complètement soumise à la hiérarchie familiale. J'étais tout ce qu'elle n'avait pas commandé dans le catalogue de partenaires appropriés. Certains passe-temps sont plus adaptés à un homme dans sa position, avait-elle dit le mois dernier, lorsque j'avais suggéré que Aurélien pourrait apprécier de prendre des cours de cuisine avec moi. Son rire avait été assez tranchant pour couper du verre, assez dédaigneux pour mettre fin à la conversation. Aurélien avait l'air embarrassé, pas par sa rudesse, mais par ma suggestion. Aurélie a raison, avait-il marmonné sans me regarder. Je devrais probablement m'en tenir au golf,
plus d'opportunités de réseautage. Je l'ai vu supprimer des contacts de son téléphone lors de réunions de famille, ses doigts manucurés glissant sur les noms avec une précision chirurgicale. Je t'aide juste à rester organisé, mon chéri, disait-elle en ronronnant, bien que j'ai remarqué qu'elle ne supprimait jamais les numéros des femmes qu'elle avait approuvées, ses ex-petites amies qui lui envoyaient encore des cartes de Noël et des vœux d'anniversaire. Les dîners de famille étaient peut-être la torture la plus cruelle de toutes. Chaque dimanche, nous nous réunissions autour de la table à manger en acajou d'Elisa, et d'une manière ou d'une autre, toujours, je finissais par être assise à l'extrémité la plus éloignée, à côté de Cédric, qui parlait peut-être 10 mots par soirée. Aurélie revendiquait sa juste place aux côtés d'Aurélien, où elle pouvait murmurer des blagues de famille et des souvenirs partagés dont je ne ferais jamais partie. Comment se passe ce petit travail, demandait Élise avec un intérêt fabriqué, le mot peut-il traînant dans l'air comme un jugement. En fait, j'ai été promu chef de compte principal, répondais-je, en essayant d'injecter de la fierté dans ma voix. Oh, c'est bien, répondait Élise, puis elle pivotait immédiatement. Aurélie, raconte à tout le monde ton travail caritatif auprès du conseil d'administration de l'hôpital. Tel lien important qu'elle tisse. J'avais commencé à apporter du vin à ces dîners, juste pour avoir quelque chose à faire de mes mains pendant les longues périodes où j'étais ignoré. La bouteille est devenue ma couverture, quelque chose à déballer et à verser lorsque la conversation tournait inévitablement sur l'histoire de la famille, des réalisations qui précédaient mon existence ou des projets futurs qui ne m'incluaient jamais. Tout a basculé quand Gareth est décédé. L'homme qui avait été gentil avec moi, qui avait fait des efforts pour m'inclure dans les conversations et s'enquérir de mon travail, avait soudainement disparu. Et avec sa mort est venue une transformation dans la dynamique familiale que je n'avais pas vu venir. Les funérailles auraient dû porter sur le chagrin, sur la célébration d'une vie bien vécue. Au lieu de cela, elles sont devenues une étrange sorte d'audition, divers membres de la famille se positionnant comme les héritiers légitimes de l'héritage de Gareth. J'ai entendu des phrases comme « continuer sa vision » et « maintenir les normes familiales » murmurées entre les hymnes et les éloges. Les conversations s'arrêtaient lorsque j'entrais dans les pièces, les documents étaient rangés lorsque je m'approchais. Aurélien a commencé à rester tard chez Aurélie pour des réunions d'affaires familiales auxquelles je n'étais jamais invité. Ce ne sont que des trucs ennuyeux sur la succession, me disait-il quand il rentrait après 22 heures, sentant le café cher d'Aurélie et arborant l'expression épuisée de quelqu'un qui avait pris des décisions difficiles. Rien qui ne t'intéresserait. Mais j'étais intéressé. J'étais sa femme. J'étais censé faire partie de ses décisions, de l'avenir de cette famille. Au lieu de cela, j'étais systématiquement exclu de la planification de ma propre vie. Debout dans ce couloir maintenant, écoutant à la dérobée les femmes qui étaient censées m'aimer, tout a finalement pris un sens parfait et dévastateur. La cruauté désinvolte dans leur voix était en quelque sorte pire que la colère ouverte. Ce n'était pas une haine passionnée, c'était un calcul froid, comme discuter de la météo ou planifier une liste de courses. J'ai posé le plateau à thé sur la table du couloir avec des mains tremblantes, la porcelaine fine chantant une note douce et mélancolique. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'elle l'entendrait à travers les murs, mais leur conversation a continué, inconsciente de ma présence. En retournant à la cuisine sur des jambes instables, j'ai agrippé le comptoir en marbre et j'ai essayé de traiter ce que je venais d'apprendre. Pendant 3 ans, j'avais joué à un jeu dont je ne connaissais pas les règles, menant une bataille dont je ne réalisais pas qu'elle était en cours. Mais maintenant je savais, et cette connaissance, je m'apprêtais à découvrir, pouvait être l'arme la plus dangereuse de toutes. Dans les semaines qui ont suivi ma découverte accidentelle dans le couloir, je suis devenue une étudiante de la tromperie. J'ai perfectionné l'art de paraître inchangé tout en cataloguant chaque changement subtil dans le comportement de mon mari. Aurélien avait toujours été un lève-tôt, mais maintenant il s'attardait sur son café du matin avec une intensité qui suggérait une contemplation sérieuse. Son scan habituel et rapide des emails s'était transformé en session prolongée à fixer l'écran de son ordinateur, comme s'il luttait contre des démons invisibles. La bombe a explosé un mardi matin d'octobre. Je beurrais du pain grillé quand Aurélien s'éclaircit la gorge de cette manière particulière qui signifiait qu'il avait quelque chose de désagréable à discuter. Le même éclaircissement de gorge qui avait précédé les conversations sur le fait de rendre visite à sa mère plus souvent ou d'assister à des galas de charité que je trouvais insupportables. J'ai réfléchi à notre planification financière, a-t-il dit, sa voix portant une formalité inconnue. Aurélie a suggéré que nous devrions remanier le testament, vous savez, une protection standard en cas de complications. Le couteau à beurre m'a glissé des doigts, cliquetant contre le comptoir en granit. Les yeux d'Aurélien sont restés fixés sur sa tasse de café,
étudiant le liquide sombre comme s'il contenait des prophéties sur notre avenir. La lumière du matin filtrant à travers les fenêtres de notre cuisine semblait soudainement dure, illuminant la distance croissante entre nous avec une clarté cruelle. Complication, ai-je demandé, gardant ma voix stable malgré le battement de panique dans ma poitrine. Divorce, a-t-il dit sèchement, refusant toujours de croiser mon regard. C'est juste une planification intelligente, protéger les actifs familiaux. L'expression protection standard sortit de sa bouche avec une précision répétée, comme un script mémorisé exécuté par un acteur amateur. Ce n'étaient pas les mots d'Aurélien. Ils appartenaient à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait passé beaucoup de temps à le coacher pour cette conversation. L'homme que j'avais épousé aurait trébuché sur un langage aussi clinique, aurait adouci le coup avec des excuses et des explications. Je pensais que nous pourrions en discuter ensemble, ai-je suggéré, testant les os. Peut-être rencontrer un avocat nous-mêmes ? La tasse d'Aurélien a cliqueté contre la soucoupe lorsqu'il l'a posée trop brusquement. Aurélie a déjà géré la recherche, elle a trouvé un excellent avocat spécialisé en planification successorale, très méticuleux. Bien sûr, c'était Aurélie, la marionnettiste toujours efficace, qui avait déjà tiré les ficelles pendant que je restais dans mon ignorance béate. Le nœud coulant invisible se resserrait, et je ne l'avais même pas senti glisser autour de mon cou. Des jours passèrent sans aucune mention de documents juridiques ou de protection familiale. Aurélien reprit ses routines habituelles, jogging matinal, nouvelles du soir, golf du week-end, comme s'il n'avait pas simplement annoncé son intention de m'effacer légalement de son avenir. La normalité semblait surréaliste, comme vivre dans une maison programmée pour la démolition tout en faisant semblant que la boule de démolition n'était pas déjà en train de se balancer. J'ai commencé à accorder plus d'attention à ses habitudes, notant quand il recevait des appels qui l'obligeaient à sortir, quand ses sessions d'ordinateur se prolongeaient après minuit, quand il mentionnait des réunions impromptues qui n'avaient pas été sur son calendrier ce matin-là. L'homme qui partageait autrefois chaque détail de sa journée fonctionnait désormais avec l'efficacité secrète d'un espion. La découverte est venue par accident, comme la plupart des révélations qui changent la vie. Aurélien s'était précipité pour une partie de golf d'urgence, apparemment, quelqu'un dans son groupe s'était désisté et ils avaient besoin d'un remplaçant immédiatement. Dans sa hâte, il avait laissé son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine, l'écran brillant d'affaires inachevées. J'ai passé devant lui 2 fois avant que la curiosité ne l'emporte sur mon respect de la vie privée. Un document était ouvert dans un onglet de navigateur, et mon propre nom a attiré mon attention comme un panneau de néon clignotant. Mon cœur a commencé à marteler contre mes côtes alors que je me penchais pour lire Dernier Testament et Codicille d'Aurélien Dubois. Les mots nageaient devant mes yeux alors que je parcourais le langage juridique, à la recherche de noms familiers et de termes reconnaissables. Il y avait le nom d'Aurélien, bien sûr, et celui d'Elisa, et diverses organisations caritatives que la famille avait soutenues pendant des années. J'ai trouvé le nom d'Aurélie listé dans plusieurs rôles, bénéficiaire, exécuteur, la personne chargée de réaliser les dernières volontés d'Aurélien. Mon nom apparaissait exactement une fois, dans un paragraphe qui avait été barré avec un formatage de texte barré numériquement. Là où Sarah Elisabeth Dubois se tenait autrefois comme bénéficiaire principale, le nom complet d'Aurélie revendiquait maintenant cette position. Le document était daté de 3 jours plus tôt. Ils avaient agi avec une précision militaire pendant que je restais complètement inconsciente. Mes mains tremblaient alors que je prenais mon téléphone, capturant frénétiquement des captures d'écran de l'écran. La première tentative était floue, mes doigts tremblants incapables de tenir fermement. La seconde était trop sombre. À la 3e tentative, les larmes brouillaient ma vision, mais j'ai réussi à documenter la preuve de ma propre effacement. Voir mon nom barré me donnait l'impression de lire mon propre avis de décès alors que je respirais encore. L'efficacité clinique de cela était presque plus dévastatrice que la trahison elle-même. Je n'avais pas été retiré avec colère ou passion, j'avais été éliminé avec la même attention méticuleuse que l'on pourrait utiliser pour annuler un abonnement à un magazine. Le week-end suivant cette découverte, Aurélie a orchestré l'un de ses fameux brunchs familiaux. Ces réunions étaient généralement des séances de torture déguisées en événements sociaux, mais ce dimanche en particulier portait une atmosphère de célébration que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Les mimosas coulaient plus librement, les rires résonnaient plus sincèrement, et tout le monde semblait bouger avec la confiance détendue de personnes qui avaient accompli une tâche difficile. Aurélie flottait dans la réception comme une reine inspectant son royaume, son sourire plus brillant que je ne l'avais jamais vu. Elle portait une nouvelle robe, quelque chose de cher dans une nuance d'émeraude qui complétait parfaitement son teint, et se tenait avec l'air satisfait de quelqu'un qui venait de remporter une victoire significative. « Je voudrais proposer un toast », a-t-elle annoncé,
levant sa flûte à champagne en cristal bien au-dessus de la famille réunie. À la sécurité future et à la sagesse familiale. L'expression m'a frappé comme un coup physique. Sécurité future, synonyme des arrangements financiers qui ne m'incluaient plus. Sagesse familiale, louange pour la décision collective de protéger les actifs de l'intrus qui s'était quelque part infiltré dans leur rang. Elisa a cliqueté avec enthousiasme son verre, les yeux brillants de ce que je reconnaissais maintenant comme du soulagement. D'autres membres de la famille se sont joints au toast avec des degrés variés de compréhension, certains clairement dans le secret, d'autres profitant simplement de l'atmosphère festive. Aurélien a participé au toast mais n'a jamais croisé mon regard. Ses yeux restaient fixés sur un point au-delà de mon épaule, comme si j'étais devenu invisible, un fantôme hantant déjà la périphérie de sa vie. L'homme qui avait autrefois attiré mon regard dans des pièces bondées et qui avec clin d'œil à nos blagues privées me traitait désormais comme un meuble, présent mais non pertinent. Je me sentais comme une invitée non invitée à mes propres funérailles, regardant les gens célébrer mon départ pendant que j'étais assise parmi eux, respirant toujours. Les conversations coulaient autour de moi sans m'inclure, les membres de la famille partageant des regards entendus et des blagues internes que je n'étais plus censé comprendre. Ce soir-là, j'ai enfin confronté Aurélien dans notre chambre alors qu'il se préparait pour le sommeil. Le simulacre de la journée avait épuisé mes réserves de patience et de politesse. Je sais pour le testament, ai-je dit simplement, debout dans l'embrasure de la porte alors qu'il pliait ses vêtements avec une précision mécanique. Il n'a pas tressailli, n'a pas nié, n'a même pas semblé surpris. Ses épaules se sont légèrement affaissées, comme s'il avait attendu cette conversation et était presque soulagé qu'elle soit enfin arrivée. C'est juste au cas où, a-t-il dit, sa voix portant la même qualité répétée que j'avais entendue au petit déjeuner des semaines plus tôt. Aurélie dit que c'est une protection standard. La famille a trop investi dans la construction de notre réputation pour tout risquer sur des émotions. Le mot émotion dégoulinait de dédain, comme si l'amour et l'engagement étaient des concepts enfantins que les adultes pratiques devaient dépasser. Cet étranger portant le visage de mon mari parlait avec la cadence d'Aurélie, utilisant ses phrases, faisant écho à ses priorités. L'homme que j'ai épousé en aurait discuté avec moi d'abord, ai-je dit, surprise par la stabilité de ma propre voix. Aurélien a haussé les épaules, a littéralement haussé les épaules, comme si mes sentiments étaient un inconvénient mineur dans sa stratégie de planification financière plus vaste. Les choses changent, nous devons être réalistes quant à l'avenir. Debout là, dans notre chambre, le regardant se préparer méthodiquement à dormir après avoir discuté avec désinvolture de mon effacement juridique, j'ai réalisé que je faisais le deuil non seulement de notre mariage, mais de toute la personne que je pensais avoir connue. Le Aurélien qui m'avait écrit des lettres d'amour pendant notre cours, qui m'avait promis de me chérir à travers tous les changements de la vie, avait été systématiquement remplacé par cette réplique creuse qui parlait en busoir d'entreprise et en platitude de la famille avant tout. Ils s'attendaient à des larmes. Ils anticipaient du drame, des accusations, peut-être même des menaces d'action en justice. Au lieu de cela, j'ai souri, un sourire sincère et paisible qui semblait troubler Aurélien plus que n'importe quelle crise de colère. Tu as raison, ai-je dit, me rapprochant pour l'embrasser avec la même chaleur que j'avais montrée pendant 3 ans. La famille devrait passer avant tout. Je suis tellement reconnaissante qu'Aurélie veille sur les intérêts de chacun. Ma performance était parfaite. Je les ai remerciés pour leur sagesse, j'ai loué leur prévoyance et j'ai exprimé une véritable appréciation pour leur planification minutieuse. À l'intérieur, j'ai ressenti le calme étrange qui suit la survie à une catastrophe naturelle, le silence effrayant qui suit la destruction, lorsque la tempête est passée et que les travaux de reconstruction commencent. Ils ont confondu ma sérénité avec la reddition, ma grâce avec la défaite. Comment pouvaient-ils savoir que pendant qu'ils planifiaient mon élimination juridique, j'avais mené mes propres recherches? Comment pouvaient-ils soupçonner que leur précieux lignage familial, le fondement même de leur complexe de supériorité, était sur le point de s'effondrer sous le poids de la vérité scientifique? J'ai serré chacun d'eux dans mes bras pour leur dire au revoir ce dimanche avec une affection sincère, sachant que ce serait la dernière fois que je les toucherais en tant que femme naïve qui avait cru en leur amour. Lorsque je suis sorti de chez Aurélie, j'ai laissé derrière moi toutes les illusions sur ma place dans leur famille. Mais je ne suis pas parti les mains vides. J'ai emporté avec moi quelque chose de bien plus précieux que leur approbation, la connaissance qui allait bientôt transformer leur monde parfaitement orchestré en cendres. La connaissance que je portais me donnait l'impression de porter des munitions vivantes, dangereuses, puissantes et nécessitant une manipulation prudente. Dans les jours qui ont suivi ma découverte de leur manœuvre juridique, j'ai traversé notre maison comme un fantôme, observant tout avec de nouveaux yeux, tandis qu'ils restaient dans leur ignorance béate,
ignorant que leur cible s'était déjà armée pour la guerre. Mon arme de choix s'était en fait révélée des semaines plus tôt, lors de l'une de mes sessions d'internet tard dans la nuit, lorsque le sommeil se faisait rare. Une publicité accrocheuse avait flashé sur mon écran, découvrez votre véritable héritage. Connectez-vous avec des parents inconnus. Libérez les secrets de famille. L'ironie de cette dernière phrase m'aurait fait rire si je n'avais pas été aussi concentré sur ma survie. Au début, j'avais ignoré la publicité sans intérêt. La généalogie semblait être un passe-temps pour les personnes qui avaient trop de temps et trop peu de drame dans leur vie. Mais quelque chose m'a fait y revenir, peut-être la même instinct qui m'avait fait écouter aux portes et observer les visages à la recherche de changements subtils d'expression. Le service Ancestry promettait une précision scientifique dans la traçabilité des lignées, faisant correspondre les schémas d'ADN avec une précision que les tribunaux acceptaient comme preuve. Alors que je lisais des témoignages de personnes qui avaient découvert des frères et sœurs perdus depuis longtemps, appris des origines ethniques inattendues et dévoilé des mystères familiaux s'étendant sur plusieurs générations, une idée a commencé à se former dans l'ombre de mon esprit. J'ai commencé à faire des recherches sur la généalogie avec l'intensité de quelqu'un qui se prépare à des examens de doctorat. Les nuits tardives me trouvaient penché sur mon ordinateur portable, apprenant les algorithmes de correspondance d'ADN, les schémas d'hérédité et la probabilité statistique de diverses relations familiales. La science me fascinait, mais surtout, elle offrait des possibilités que je n'avais pas encore envisagées. Lors des réunions de famille, j'ai commencé à étudier les visages avec un intérêt renouvelé. La mâchoire carrée de Gareth avait été transmise à Aurélien avec une clarté remarquable, ainsi que ses yeux bruns distinctifs qui semblaient voir à travers la prétention. Mais Aurélie, plus j'observais ses traits, plus il semblait emprunter à une autre palette génétique. Sa structure osseuse délicate ne ressemblait en rien à la carrure robuste de Gareth, ses yeux verts n'apparaissaient nulle part ailleurs dans l'arbre généalogique. Même son rire portait une qualité musicale différente des rires profonds et francs qui caractérisaient l'humour de la famille Dubois. Ces observations pourraient ne rien signifier, la génétique pouvait être étonnamment créative dans ses combinaisons, mais elles ont planté des graines de possibilités qui ont commencé à germer dans un sol fertile. L'occasion parfaite s'est présentée sous la forme de la célébration du 72e anniversaire d'Elisa. Elle avait toujours fait de grandes productions des étapes importantes de la famille, insistant sur des dîners élaborés et des échanges de cadeaux significatifs qui renforçaient les liens du sang et de l'appartenance. Cet anniversaire particulier tombait juste 3 semaines après ma découverte dévastatrice concernant le testament, me laissant à peine le temps d'orchestrer ma réponse. J'ai pratiqué mon discours dans le miroir de la salle de bain jusqu'à ce que mon enthousiasme semble sincère et spontané. Le reflet qui me faisait face ressemblait à la belle fille que j'étais censée être, désireuse de plaire, reconnaissante d'être incluse, légèrement naïve quant aux complexités des dynamiques familiales. Parfait. J'ai une idée très amusante pour un projet familial, ai-je annoncé pendant le dessert, produisant 4 boîtes élégamment emballées de mon grand sac à main. Les paquets étaient identiques en taille et en emballage, attachés avec des rubans de satin de couleur crème qui correspondaient au motif de porcelaine préféré d'Elisa. Des kits de test ADN Ancestry, ai-je exclamé, distribuant les cadeaux avec une excitation théâtrale. Je pensais que ce serait incroyable de retracer notre patrimoine familial ensemble. Imaginez découvrir d'où vient toute cette incroyable force et intelligence du bois. La réponse a dépassé mes espérances les plus folles. Elisa a en fait applaudi des mains comme un enfant ravi, ses yeux pétillants de plaisir sincère. Quelle idée attentionnée, comme c'est excitant d'en apprendre davantage sur nos racines ensemble. Aurélien a levé les yeux au ciel de cette manière affectueuse que les maris affichent lorsque leur femme suggère des activités qu'ils trouvent légèrement ridicules mais inoffensives. Avons-nous vraiment besoin que la science nous dise que nous sommes apparentés, a-t-il demandé, mais sont-on portés de l'amusement plutôt que de la résistance? La réaction d'Aurélie s'est avérée la plus intéressante. Pendant un bref instant, à peine un battement de cœur, son sourire a vacillé et quelque chose a vacillé sur ses traits qui auraient pu être de l'inquiétude, mais l'expression a disparu si vite que j'ai failli me convaincre de l'avoir imaginé. Quel cadeau unique, a-t-elle dit, retournant la boîte avec précaution entre ses mains, comme si elle l'examinait à la recherche de dangers cachés. Je n'ai jamais vraiment pensé à la recherche généalogique. Cédric, comme prévu, n'a rien dit, mais a hoché la tête avec l'enthousiasme que sa femme affichait, son rôle de machine à accord perpétuel continuant sans variation. Le coût des kits, 400 francs, représentait une dépense importante sur mon modeste salaire, mais je le considérais comme le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Ces petites boîtes contenaient le potentiel de tout remodeler, de transformer leur monde soigneusement construit en quelque chose d'irréconnaissable. Au cours des jours suivants,
j'ai orchestré la collecte des échantillons avec une précision militaire. Chaque membre de la famille devait fournir des échantillons de salive selon des instructions spécifiques, et je me suis porté volontaire pour gérer tous les détails administratifs afin d'assurer l'exactitude. Mon aide a été saluée comme une attention typique, alors qu'en réalité, c'était un contrôle calculé. J'ai remis moi-même chaque échantillon scellé au centre postal, unwilling de confier des preuves aussi cruciales au ramassage régulier par la poste. Les étiquettes d'adresse de retour ont été remplies de ma belle écriture, garantissant que tous les résultats me parviendraient directement pour la coordination. La période d'attente s'est étirée sur 8 semaines, 56 jours que j'ai comptés sur mon calendrier comme un prisonnier marquant le temps jusqu'à sa libération conditionnelle. J'ai créé un compte email séparé spécifiquement pour recevoir les résultats, le vérifiant plusieurs fois par jour tout en sachant que les échantillons nécessitaient un temps de traitement considérable. Pendant ces semaines, je suis devenu une maîtresse de la normalité. J'ai assisté au dîner de famille avec un enthousiasme approprié, participé aux conversations sur la planification des vacances et les possibilités de vacances d'été, et maintenu la façade de l'épouse reconnaissante qui avait été gracieusement pardonnée pour des transgressions imaginaires. Mais sous la surface, l'anticipation vibrait dans mes veines comme de l'électricité. Je n'étais plus la destinataire passive de leur manipulation, j'étais devenue une joueuse active dans un jeu dont ils n'avaient même pas réalisé qu'il avait commencé. Lorsque les résultats sont finalement arrivés, j'ai eu l'impression d'un archéologue découvrant des artefacts qui réécriraient l'histoire. Les fichiers numériques contenaient des graphiques, des pourcentages et des cartes génétiques qui racontaient des histoires plus explosives que n'importe quelle rumeur familiale. J'ai passé des heures à analyser les données, à croiser les relations et à m'assurer que je comprenais chaque nuance avant de procéder. Le service de conception personnalisé que j'ai engagé était spécialisé dans les présentations généalogiques pour les réunions de famille et les célébrations d'anniversaire. Pour 200 francs, ils ont créé des arbres généalogiques magnifiquement encadrés, avec l'héritage génétique unique de chaque personne affiché dans une calligraphie élégante. Les graphiques semblaient officiels, précieux et dignes d'un affichage proéminent dans n'importe quelle maison familiale. J'ai sélectionné les couleurs et les bordures en fonction des préférences personnelles de chaque membre de la famille. Le graphique d'Aurélien présentait des accents bleu marine qui correspondaient à ses cravates préférées, tandis que celui d'Elisa incorporait des tons lavande qu'elle préférait pour la décoration printanière. Chaque détail était personnalisé pour rendre les cadeaux pensés et festifs plutôt que cliniques ou menaçants. L'ironie n'a pas échappé à mon attention alors que j'emballais chaque cadre dans du papier de soie délicat et les attachais avec des rubans assortis. J'emballais littéralement leur destruction, présentant une vérité dévastatrice dans le plus bel emballage que je pouvais créer. La métaphore visuelle semblait presque trop parfaite pour être une coïncidence. La célébration de l'anniversaire d'Elisa et Gareth a fourni le cadre idéal pour ma révélation. Pendant 47 ans, leur mariage avait été présenté comme le modèle de l'engagement familial et des valeurs traditionnelles. Les membres de la famille voyageaient de 3 États pour assister à cette célébration annuelle de l'amour durable et de l'héritage partagé. J'apporte quelque chose de très spécial pour honorer le partenariat incroyable de vos parents, ai-je dit à Aurélien lorsque nous avons confirmé notre participation. Quelque chose qui célèbre la belle famille qu'ils ont créée ensemble. Il a souri avec indulgence, assuming probablement que j'avais commandé un portrait ou compilé un album photo. Sa confiance en mes intentions inoffensives rendrait l'impact encore plus dévastateur. À l'approche de la date de l'anniversaire, j'ai alterné entre une excitation palpitante et une terreur nauséabonde. L'anticipation ressemblait à se tenir au bord d'une falaise, sachant qu'une fois que j'aurais avancé, il n'y aurait plus aucune possibilité de retraite. Tout notre mariage, leur famille, toute la structure des relations que je connaissais depuis 3 ans était sur le point de se briser en morceaux irréparables. Mais après ce qu'ils m'avaient fait, après la cruauté désinvolte et l'effacement calculé, j'ai découvert que la destruction ressemblait remarquablement à la justice. L'après-midi de la célébration de l'anniversaire est arrivé avec le genre de beau temps printanier qui rend les fins tragiques particulièrement cruelles. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres en bail d'Elisa, projetant tout dans des teintes dorées qui, plus tard, sembleraient être les derniers moments d'innocence avant une explosion nucléaire. Je suis arrivé en portant une boîte à gâteaux vintage contenant le gâteau au citron préféré d'Elisa et un sac cadeau soigneusement arrangé contenant 4 cadres emballés. Mes mains étaient stables maintenant, mon rythme cardiaque calme. Les semaines d'anticipation s'étaient cristallisées en une concentration presque surnaturelle. C'était mon moment, et j'avais l'intention de le savourer chaque seconde. Le salon bourdonnait du chaos confortable de la célébration familiale. Des cousins de Lyon partageaient des nouvelles sur l'acceptation de leurs enfants à l'université.
L'oncle Robert haranguait quiconque pouvait l'entendre avec des histoires de son expédition de pêche récente. La tante Margaret papillonnait entre les conversations, s'assurant que le verre de vin de chacun restait plein et que le plateau de fromage conservait sa disposition artistique. Elisa présidait la réunion comme une reine bienveillante, ses cheveux argentés parfaitement coiffés et sa robe marine accessoirisée du collier de perles que Gareth lui avait offert pour leur 25e anniversaire. Elle rayonnait de la satisfaction d'une femme dont la vie s'était déroulée exactement comme prévu, un mari dévoué, des enfants qui réussissaient, une sécurité financière et le respect de tous ceux qui comptaient. Aurélien travaillait la salle avec une aisance habituelle, discutant des développements commerciaux avec les hommes et complimentant les femmes sur leur choix de mode printanière. Il était beau dans le pull gris que je lui avais acheté pour Noël, bien que je remarquasse maintenant à quel point il évitait de croiser mon regard pendant de longues périodes. La culpabilité le rongeait probablement, même s'il n'avait pas le courage d'agir. Aurélie commandait sa place habituelle de directrice sociale, orchestrant les conversations et s'assurant que chaque invité se sentait correctement diverti. Elle portait du vert émeraude, toujours sa couleur la plus flatteuse, et sa confiance rayonnait dans la pièce comme un bouclier de force. Aujourd'hui, elle était la fille bien-aimée célébrant le partenariat remarquable de ses parents, se délectant de la gloire réfléchie de leur amour durable. Je me suis positionné stratégiquement près de la porte, assez près pour observer chaque réaction mais avec une voie d'évacuation claire si la situation se détériorait au-delà de mon contrôle. De ce point de vue, je pouvais voir toute la pièce tout en restant légèrement à l'écart du rassemblement central, l'endroit idéal pour une femme sur le point de faire détonner une bombe. Avant de couper le gâteau, ai-je annoncé lors d'une pause naturelle dans la conversation, j'ai quelque chose de spécial à partager avec la famille. J'ai produit le sac cadeau avec une flourish théâtrale. Vous vous souvenez de ces kits ancestries de l'anniversaire d'Elisa? Les résultats sont revenus et ils sont absolument fascinants. La réponse fut immédiate et enthousiaste. Elisa a applaudi des mains avec une joie enfantine, tandis que plusieurs membres de la famille ont exprimé une curiosité sincère quant aux révélations génétiques. Même l'oncle Robert, généralement sceptique à l'égard de tout ce qui impliquait la technologie moderne, s'est penché avec intérêt. Je les ai fait encadrer professionnellement, ai-je continué, distribuant les paquets avec un soin cérémonieux. Chacun est personnalisé avec votre carte d'héritage individuelle. Je pensais que ce serait merveilleux de les dévoiler ensemble en famille. L'emballage en papier bruissait pendant que 8 mains travaillaient simultanément pour révéler le contenu. J'ai regardé leur visage avec l'intensité d'un scientifique observant une expérience critique, mémorisant chaque micro-expression, chaque changement subtil de compréhension, chaque moment de réalisation soudaine. Elisa a ouvert le sien en premier, ses doigts tremblant légèrement d'excitation. Le sourire initial d'anticipation s'est progressivement transformé en confusion, puis en inquiétude, puis en quelque chose approchant l'horreur. Ses yeux ont parcouru les pourcentages génétiques, les indicateurs de relations familiales, les données scientifiques frappantes qui contredisaient tout ce qu'elle croyait savoir sur sa propre vie. « Je ne comprends pas », a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible au-dessus du bruissement continu du papier d'emballage. Cela dit, Aurélie et moi ne faisons correspondre que 50%. Les mots sont restés en suspens comme de la fumée provenant d'une explosion, à la fois tranchant et impossible à ignorer. Les conversations se sont arrêtées à mi-chemin, les verres à vin se sont arrêtés à mi-chemin des lèvres, toute la pièce a semblé retenir collectivement son souffle tout en essayant de traiter les implications de ce qu'elle venait d'entendre. Aurélien a regardé son propre graphique avec l'expression de quelqu'un essayant de lire une langue étrangère. Ses lèvres bougeaient silencieusement alors qu'il traçait les liens familiaux du doigt, essayant de réconcilier les données scientifiques avec l'histoire familiale qu'il connaissait depuis l'enfance. Il a lu le document une fois, 2 fois, 3 fois, comme si la répétition pouvait en quelque sorte changer les résultats. Le visage d'Aurélie a subi une transformation qui aurait été belle si elle n'avait pas été si dévastatrice. L'éclat confiant s'est retiré de son teint comme de l'eau d'un vaisseau brisé, laissant derrière lui une version pâle et creuse de son ancien moi. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans bruit comme un poisson haletant dans un environnement où la respiration était soudainement devenue impossible. Le silence s'est étiré, tendu comme une corde de violon, jusqu'à ce que Cédric le brise, sa voix tranchant la tension avec une précision chirurgicale. Il s'est levé lentement, son propre graphique tremblant dans ses mains comme une feuille dans un coup de vent. « Ce n'est pas une erreur », a-t-il dit, son ton portant la certitude plate de quelqu'un affirmant un fait indéniable. Selon cela, Aurélie n'est pas la fille biologique de Gareth. Le verre à vin en cristal qui a glissé des doigts de la tante Margot a semblé tomber au ralenti, sa destruction créant une percussion qui ponctuait le moment d'une finalité.
Le son du cristal brisé était assourdissant dans le silence absolu qui avait enveloppé la pièce. Puis sont venus les halètements, des inspirations aiguës de personnes dont le monde venait de basculer, des conversations murmurées ont éclaté comme de petits incendies dans toute la pièce, les membres de la famille se tournant les uns vers les autres pour confirmation, explication, quoi que ce soit qui pourrait donner un sens à ce qu'ils venaient d'apprendre. Ce n'est pas possible, réussit Elisa, mais sa voix ne portait aucune conviction. Sa main est allée instinctivement à sa gorge, ce geste universel que les gens font quand ils ne peuvent pas reprendre leur souffle. Le sang-froid soigneusement entretenu qu'elle avait cultivé pendant des décennies commençait à craquer comme de la vieille peinture sous la pression. L'oncle Robert a été le premier à fuir, attrapant son manteau et marmonnant quelque chose à propos de rendez-vous matinaux. Sa femme l'a suivi rapidement, leur départ créant une onde de choc qui a balayé la réunion comme une contagion. En quelques minutes, les gens inventaient des excuses et partaient, incapables de traiter l'ampleur de ce dont ils avaient été témoins. La cousine Janet s'est arrêtée au seuil, son visage un masque de choc et de dégoût. Si elle a menti à propos de ça, a-t-elle dit à personne en particulier, qu'est-ce qu'elle a d'autre menti? La question est restée en suspens dans l'air comme une accusation qui poursuivrait la famille pendant des générations. Aurélie a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie comme un son étranglé qui ressemblait peu à son ton autoritaire habituel. C'est ridicule, a-t-elle déclaré, mais les mots manquaient de force réelle. Elle s'est précipitée vers la porte, sa coordination si compromise par le choc qu'elle a failli renverser le gâteau d'anniversaire. C'est joyeux 47e anniversaire, le message semblait maintenant une moquerie de tout ce que la famille avait cru de son histoire. Elisa a vieilli d'une décennie en l'espace de 10 minutes. La matriarche confiante qui était entrée dans l'après-midi s'est dissoute sous mes yeux, remplacée par une femme plus petite et fragile dont toute l'identité venait d'être révélée comme une fiction. Son collier de perles semblait soudain trop lourd pour son cou délicat, et ses mains tremblaient alors qu'elle essayait sans succès de traiter les ruines de sa vie soigneusement construite. Aurélien est resté figé sur sa chaise, le graphique génétique étalé sur ses genoux comme un certificat de décès. Son expression n'était ni de colère ni de confusion, c'était le regard creux et dévasté de quelqu'un qui venait d'apprendre que tout ce sur quoi il avait bâti son identité était fondamentalement faux. Je me tenais tranquillement dans mon coin, regardant la destruction avec la satisfaction calme de quelqu'un qui avait finalement équilibré une équation qui la tracassait depuis des années. Lorsque la pièce fut presque vide et que seul Aurélien resta parmi les papiers cadeaux dispersés et les verres à vin abandonnés, je me suis approché de lui avec le même sang-froid gracieux que j'avais maintenu tout au long de notre mariage. La prochaine fois que tu réécris l'avenir, ai-je dit, ma voix stable et claire, assure-toi que ton passé n'est pas si fragile. Puis je suis sorti par la porte d'entrée, passant devant les fleurs printanières fanées et les voitures abandonnées dans l'allée, laissant derrière moi le cratère fumant qui avait été autrefois l'héritage de la famille Dubois. Mes jambes se sentaient instables, mais ma conscience était parfaitement claire. La justice, j'ai découvert, avait exactement le goût de la liberté. Le trajet de retour de la maison d'Elisa ressemblait à un voyage à travers une dimension différente où la gravité fonctionnait différemment et où les couleurs avaient changé en teintes inconnues. Mes mains serraient le volant avec une intensité acharnée, non pas par peur, mais par l'euphorie étrange qui suit l'achèvement réussi de quelque chose de monumentalement difficile. Je venais de faire exploser un appareil nucléaire au milieu d'une réunion de famille, et d'une manière ou d'une autre, je me sentais plus paisible que depuis des mois. Le premier signe que mes graines soigneusement plantées prenaient racine est arrivé mardi matin lorsque mon téléphone a vibré avec un SMS de Maria, la cousine d'Aurélien qui travaillait à la banque au centre-ville. Réunion de famille d'urgence ce soir chez Elisa. Je pensais que tu devrais le savoir. Elle a inclus un emoji de visage qui pleure, comme si la crise familiale était une catastrophe naturelle plutôt qu'un règlement tardif. Je n'ai pas répondu. Il ne restait plus rien à dire à aucun d'entre eux. Mercredi, les répercussions étaient devenues des raz-de-marée. Jessica, qui tenait la boutique de fleurs locale et avait toujours été sympathique malgré mon statut d'étrangère, a appelé avec un enthousiasme à peine contenu, déguisé en préoccupation. Aurélie, chérie, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Il y a des rumeurs folles qui circulent sur la famille d'Aurélien. Sa voix portait ce ton particulier que les gens utilisent lorsqu'ils cherchent des potins tout en prétendant offrir du soutien. Oh, ai-je gardé ma réponse neutre, bien que j'étais sincèrement curieuse de savoir comment l'histoire se propageait. Eh bien, Donna du Country Club a dit quelque chose à propos de problèmes de paternité, et apparemment Aurélie n'a pas été vue nulle part depuis dimanche. Son mari Cédric est entré au magasin de bricolage hier, on aurait dit qu'il avait été heurté par un camion. La vitesse du réseau de potins m'impressionnait. Dans une ville où tout le monde connaissait les affaires de chacun,
un scandale aussi juteux se propagerait plus vite qu'un incendie de forêt en août. Jeudi a apporté la confirmation que les dégâts étaient encore plus étendus que je ne l'avais prévu. Mon ancienne voisine Linda m'a attrapé en train de consulter le courrier et a pratiquement sprinté de l'autre côté de la rue pour partager les dernières informations. « As-tu entendu parler qu'Elisa a appelé cette réunion d'urgence » a-t-elle demandé haletante, ses yeux brillants du frisson d'être la première à partager des nouvelles dévastatrices. Seulement 3 personnes se sont présentées. 3. Sur toute la famille élargie, tout le monde avait soudainement des engagements antérieurs. L'image mentale d'Elisa assise dans son salon immaculé, attendant des membres de la famille qui n'arriveraient jamais, me remplissait de quelque chose qui n'était pas tout à fait de la satisfaction, mais certainement pas de la sympathie non plus. Pendant des années, elle avait commandé la loyauté et la présence de dizaines de parents, maintenant, quand elle en avait le plus besoin, ils s'étaient dispersés comme des feuilles dans un ouragan. Et ce n'est même pas le pire, a continué Linda, se penchant plus près comme si quelqu'un pouvait nous entendre sur mon propre allée. Apparemment, Aurélie a complètement disparu des réseaux sociaux. Son compte Instagram, tu sais comment elle postait toujours ses photos de famille parfaite, c'est complètement silencieux depuis 4 jours. J'avais en fait vérifié cela moi-même, incapable de résister à la surveillance de la destruction à une distance de sécurité. Le compte Instagram d'Aurélie était en effet devenu silencieux après des années de publications quotidiennes célébrant les valeurs familiales, les traditions de vacances et la vie bénie d'être né dans le bon lignage. Le silence parlait plus fort que n'importe quelle explication n'aurait pu le faire. Le coup le plus dévastateur est arrivé vendredi, lorsque Linda m'a mise à jour sur la réaction de Cédric à la révélation. Il a déménagé, a-t-elle murmuré, sa voix portant un choc sincère. Il a juste fait ses valises et est parti. Barbara l'a vu charger des boîtes dans son camion mercredi soir. Il n'a même pas pris les meubles chics, juste ses vêtements et ce vieux matériel de pêche du garage. La rapidité du départ de Cédric m'a surprise, même moi. Je m'attendais à de la colère, à une confrontation, peut-être même à des tentatives de sauver le mariage malgré les mensonges. Au lieu de cela, il avait simplement disparu, ne laissant derrière lui que les débris d'une relation construite sur de fausses fondations. Il a laissé sa bague de mariage sur le comptoir de la cuisine, a ajouté Linda avec le panache dramatique de quelqu'un qui comprenait le pouvoir symbolique des bijoux abandonnés. Pas de mots, pas d'explications, juste la bague et des tiroirs vides. Pendant ce temps, mon téléphone était devenu un monument à la détérioration de l'état mental d'Aurélien. Les appels ont commencé dimanche soir, quelques heures seulement après que j'ai quitté la maison de sa mère. Initialement, ces messages vocaux portaient le ton indigné de quelqu'un qui croyait pouvoir expliquer l'inexplicable. Aurélie, c'est de la folie. Nous devons en parler rationnellement. Il doit y avoir une erreur avec ces tests. Rappelle-moi. Les messages du mardi sont devenus plus désespérés. S'il te plaît Aurélie, je sais que tu es en colère, mais nous pouvons résoudre ça. La famille est en train de s'effondrer. J'ai besoin que tu m'aides à comprendre ce qui se passe. Par jeudi, la colère s'était transformée en supplication brute. Je suis désolé, je suis tellement désolé pour le testament, pour tout. J'aurais dû t'en parler d'abord. J'aurais dû te faire confiance au lieu d'écouter. S'il te plaît, réponds au téléphone. Les derniers messages vocaux étaient peut-être les plus déchirants, non pas parce que j'éprouvais de la pitié pour lui, mais parce qu'ils révélaient la dissolution complète d'un homme qui n'avait jamais appris à penser par lui-même. Ces messages ne contenaient aucun mot, juste le son de la respiration, comme s'il avait appelé simplement pour se sentir connecté à quelque chose de familier dans un monde qui était soudainement devenu méconnaissable. Après 6 semaines de cette hantise numérique, j'ai changé de numéro. La décision ressemblait à couper le dernier fil qui me reliait à une vie que j'avais enfin dépassée. Les répercussions sociales se sont avérées encore plus spectaculaires que la destruction familiale. Elisa, qui avait autrefois commandé le respect et l'envie de la foule du club, s'est soudainement retrouvée persona non grata dans des cercles où la réputation signifiait tout. Les invitations qui arrivaient autrefois chaque semaine ont simplement cessé. Les parties de bridge continuaient sans elle, les réunions du comité de charité oubliaient étrangement de l'inclure dans les discussions de planification. J'ai appris par diverses sources qu'elle avait commencé à faire ses courses dans la ville voisine, apparemment incapable de faire face aux conversations murmurées et aux regards entendus qui la suivaient partout dans notre communauté. La femme qui avait construit son identité sur le statut social et l'héritage familial se retrouvait désormais effectivement exilée de la société même qu'elle avait tant travaillé à impressionner. Même le souvenir de Gareth a souffert de dommages collatéraux.
La plaque commémorative qui honorait ses contributions aux affaires au centre communautaire a été discrètement retirée lors de travaux d'entretien de routine qui n'ont jamais abouti à sa réinstallation. Des décennies de respect et d'admiration se sont évaporées à mesure que les gens commençaient à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur la famille Dubois. Les implications juridiques se sont avérées encore plus dévastatrices que les conséquences sociales. Le testament soigneusement orchestré d'Aurélien, le document qui était censé protéger les actifs familiaux des épouses indignes, est devenu un document sans valeur du jour au lendemain. Avec la paternité d'Aurélie en question, son admissibilité à l'héritage a créé un cauchemar juridique qui a consommé l'argent plus rapidement qu'elle ne pouvait payer des avocats pour le démêler. Aurélien a été contraint d'embaucher 3 cabinets d'avocats différents juste pour comprendre sa propre situation financière. La succession qu'ils avaient si durement lutté pour protéger de moi était dévorée par les frais d'avocat et les coûts d'enquête. Des enquêteurs privés ont facturé des milliers de francs pour essayer d'identifier le père biologique d'Aurélie, un mystère qui semblait n'avoir aucune solution puisqu'Elisa restait obstinément silencieuse sur ses indiscrétions passées. Pendant ce chaos, j'ai tranquillement commencé à reconstruire ma vie selon mes propres spécifications. J'ai trouvé un petit appartement avec d'énormes fenêtres qui remplissaient l'espace de lumière naturelle, quelque chose que j'avais manqué pendant mes années dans la maison traditionnellement décorée d'Aurélien. Les murs sont restés magnifiquement nus, libres de photos de famille et de photos de mariage qui ne feraient que me rappeler mon moi naïf précédent. Pour la première fois depuis des années, j'ai pu manger le dîner sans surveiller attentivement mes paroles, sans craindre de dire accidentellement quelque chose qui pourrait être rapporté à Aurélie ou Elisa. Le silence dans ma nouvelle maison n'était pas solitaire, il était libérateur, comme pouvoir enfin respirer après avoir retenu mon souffle pendant 3 ans. Parfois, j'attrapais mon reflet dans les vitrines des magasins et je réalisais que je souriais sans raison particulière. L'expression avait l'air étrangère sur mon visage, après tant de mois de politesse pratiquée et de bonheur fabriqué, mais elle semblait sincère, gagnée par la survie plutôt que par la circonstance. La paix, j'ai découvert, était largement sous-estimée et la justice, lorsqu'elle était servie à la température exacte, avait un goût remarquablement comme la liberté. Le temps, j'ai découvert, était un excellent professeur. 3 ans s'étaient écoulés depuis la célébration de l'anniversaire qui est devenu le point zéro de la destruction de la famille Dubois, et j'avais appris à mesurer ma vie en saison plutôt qu'en catastrophe. Le printemps apportait de nouvelles variétés de fleurs à expérimenter, l'été livrait un flux constant de clients pour les mariages, l'automne offrait du temps de réflexion, et l'hiver offrait le luxe de planifier sans pression. Le matin où l'invitation de mariage d'Aurélien est arrivée, je rempotais une orchidée particulièrement têtue qui refusait de fleurir malgré des soins parfaits. L'enveloppe est apparue parmi mon courrier habituel, facture de service public, catalogue de fournisseurs, une carte postale d'une ancienne collègue en vacances en Italie, qui avait l'air trompeusement innocente pour quelque chose qui rouvrirait de vieilles blessures. L'invitation elle-même était aussi impersonnelle qu'une annonce d'affaires. Un papier blanc immaculé avec une typographie noire conservatrice annonçait le prochain mariage d'Aurélien Dubois à une certaine Solange Leclerc. La police était traditionnelle, la formulation formelle et la conception globale suggéraient qu'elle avait été commandée dans un catalogue plutôt que choisie personnellement avec soin et enthousiasme. L'honneur de votre présence est demandé, la phrase m'a fait rire à voix haute, un son qui a étrangement résonné dans mon appartement calme. L'honneur d'un homme qui avait conspiré pour m'effacer de son avenir pendant que je dormais à ses côtés chaque nuit. L'audace aurait été admirable si elle n'avait pas été si pathétique. J'ai étudié le nom de la mariée avec l'intérêt analytique de quelqu'un examinant des preuves. Solange Leclerc. Le nom sonnait respectable, traditionnel, probablement issu d'une famille avec des lignées appropriées et des connexions sociales appropriées. Je me demandais si Aurélien lui avait parlé de la chute spectaculaire d'Aurélie, ou s'il avait simplement édité ce chapitre de son histoire personnelle, de la même manière qu'il avait essayé de méditer de son testament. La date du mariage était dans 6 semaines, juste assez de temps pour une réponse parfaitement orchestrée. J'ai passé 1 heure à rechercher des sociétés d'ADN ancestry, en sélectionnant une avec le temps de traitement le plus rapide et la base de données de correspondance familiale la plus complète. Le kit coûtait 49 francs, un petit investissement pour ce qui promettait d'être un divertissement important. Je l'ai emballé soigneusement dans une élégante boîte cadeau, en ajoutant du papier de soie et un ruban de satin qui correspondait aux couleurs du mariage indiquées sur l'invitation. La note a pris plus de temps à composer que la sélection du cadeau. J'ai écrit et réécrit plusieurs fois, cherchant l'équilibre parfait entre félicitations et avertissements, bénédiction et malédiction. Chère Solange, ai-je finalement choisi, félicitations pour votre prochain mariage. En cadeau, j'ai pensé que vous aimeriez découvrir le patrimoine familial auquel vous vous joignez.
Juste au cas où vous planifieriez votre propre famille. Je vous souhaite toute la clarté que vous méritez. Sarah. J'ai programmé la livraison pour la veille du mariage. Le timing, comme je l'avais appris, était tout. Au moment où il l'ouvrirait, il serait trop engagé dans la cérémonie pour se retirer, mais pas trop tard pour commencer à se demander quels autres secrets pourraient se cacher dans l'arbre généalogique d'Aurélien. La vraie transformation de ma vie, cependant, n'avait rien à voir avec la vengeance et tout à voir avec la redécouverte de qui j'étais quand personne ne regardait ou ne jugeait. 2 ans après mon divorce, j'ai utilisé l'argent de mon règlement pour louer une petite vitrine dans la rue principale de la ville. L'espace avait de bonnes structures, de grandes fenêtres, des planchers de bois franc d'origine et suffisamment d'espace pour un atelier et un espace client. Fleurs et feuillage est devenu plus qu'une simple entreprise, c'est devenu mon sanctuaire. Le nom m'est venu lors d'une de mes séances de planification nocturne, inspiré par la résilience des saules qui plient sans se briser et la promesse des fleurs qui fleurissent même après les hivers les plus rigoureux. Travailler avec des fleurs a éveillé quelque chose en moi qui était dormant depuis des années. Il y avait quelque chose de profondément guérisseur dans la création de beauté à partir d'éléments individuels, dans la coaxation de la vie à partir de tiges et de pétales, dans le regard des visages s'illuminer lorsqu'ils voyaient un arrangement qui capturait parfaitement leurs émotions. Mon style s'est développé organiquement, influencé davantage par l'instinct que par une formation formelle. Je suis devenu connu pour mes combinaisons inattendues, associant des roses délicates à des succulentes robustes, mélangeant des fleurs sauvages avec des orchidées exotiques, créant des arrangements qui n'auraient pas dû fonctionner, mais qui atteignaient étrangement une harmonie parfaite. La beauté née du chaos, l'appelaient mes clients réguliers, et la phrase est devenue ma devise non officielle. Madame Henderson, propriétaire de la boulangerie voisine, a été ma première cliente régulière et est finalement devenue quelque chose comme une amie. Elle commandait des arrangements frais pour sa vitrine tous les lundis et s'attardait toujours pour discuter de tout sauf de ce que nous savions tous les deux sur mon histoire avec les Dubois. Tu as des mains magiques, m'a-t-elle dit un après-midi, admirant une combinaison particulièrement réussie de tournesol et de lavande. Mais plus que cela, tu as un esprit paisible. Les gens le ressentent quand ils entrent ici. Elle avait raison. Les clients restaient souvent plus longtemps que nécessaire, partageant des détails sur leur vie qui n'avaient rien à voir avec les commandes de fleurs. Les jeunes mères parlaient des défis d'élever des enfants tout en poursuivant des carrières, les femmes plus âgées confiaient leurs peurs concernant le vieillissement et l'insignifiance, les femmes divorcées cherchaient des conseils pour reconstruire leur identité après des décennies à se définir par leur mariage. J'écoutais sans jugement, offrais des encouragements doux sans présumer avoir toutes les réponses, et d'une manière ou d'une autre, ma petite boutique est devenue un centre de conseil non officiel déguisé en boutique de fleurs. L'après-midi où Elisa est apparue devant ma vitrine restera gravé dans ma mémoire avec une clarté parfaite. J'arrangeais des lys blancs pour des funérailles lorsque j'ai remarqué qu'elle se tenait sur le trottoir, regardant par la vitre avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. La vulnérabilité se mêlait à quelque chose qui aurait pu être du regret. Elle semblait plus petite que je ne me souvenais, diminuée d'une manière qui n'avait rien à voir avec sa taille physique. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, montraient des racines argentées qui suggéraient une négligence récente de sa routine de beauté habituelle. Sa posture manquait de la prestance confiante qui lui donnait autrefois l'air plus grande que sa taille réelle. Pendant plusieurs minutes, elle est restée là, jetant occasionnellement un coup d'œil vers la porte, comme si elle envisageait d'entrer. J'ai continué à travailler, prétendant ne pas remarquer sa présence tout en la gardant dans ma vision périphérique. Finalement, elle s'est approchée de la fenêtre et a pressé sa paume contre le verre, un geste si hésitant et désespéré que je me suis retrouvé à me rapprocher. Nos yeux se sont rencontrés à travers la barrière transparente qui aurait pu aussi bien être un gouffre. Je pouvais voir ses lèvres bouger, formant un seul mot que j'ai lu plutôt qu'entendu, pardon. L'excuse est restée suspendue entre nous pendant un moment qui a semblé à la fois éternel et insuffisant. J'ai hoché la tête une fois, non pas en signe de pardon, mais en signe de reconnaissance. Certaines blessures guérissent, mais elles n'oublient jamais la lame qui les a causées. Elle s'est détournée et est partie sans tenter d'entrer dans la boutique, c'est pas lourd du poids de conséquences qu'elle ne pourrait jamais annuler. Après qu'elle ait disparu au coin de la rue, j'ai arrosé mes plantes avec un soin particulier, reconnaissante pour la croissance qui provenait de la vérité plutôt que de la manipulation. Le dernier chapitre de la famille Dubois s'écrivait sans fanfare ni drame. Le remariage de Cédric avec une institutrice de maternelle avec des rites d'expression a fourni l'épilogue le plus prometteur à toute cette histoire sordide. Sa nouvelle femme, Emma, possédait toute la chaleur et la gentillesse sincère qu'Aurélie n'avait fait que prétendre avoir. Il semblait heureux de la manière simple et ordinaire dont les relations saines apparaissent vues de l'extérieur.
Aurélie elle-même avait complètement disparu de notre communauté, travaillant soi-disant dans une chaîne de restaurants dans l'état voisin et utilisant son nom de jeune fille comme un bouclier protecteur. Son absence des réunions de famille créait un vide étrange, non pas parce que les gens regrettaient sa présence, mais parce que son effacement rendait tout le monde inconfortablement conscient de la façon dont quelqu'un pouvait disparaître complètement lorsque le fondement de son identité s'avérait être du sable mouvant. Les réunions de famille continuaient, mais elles étaient plus petites, fréquentées par des gens qui appréciaient sincèrement la compagnie des autres plutôt que de se sentir obligés de maintenir les apparences. Les conversations étaient plus honnêtes, les rires plus sincères, et l'atmosphère générale suggérait que parfois, perdre les membres toxiques renforce en réalité ce qui reste. Au final, j'ai réalisé que la meilleure vengeance n'était vraiment pas une confrontation dramatique ou des stratagèmes élaborés conçus pour humilier les ennemis. La meilleure vengeance était simplement de bien vivre, de trouver la paix et de laisser la vérité faire son propre travail en son temps. Ils avaient essayé de m'effacer de leur histoire, sans se rendre compte que j'étais déjà en train d'écrire la leur. Leur héritage soigneusement construit s'était effondré, non pas parce que je l'avais détruit, mais parce que j'avais simplement révélé ce qui était déjà là, un fondement construit sur des mensonges qui ne pouvaient jamais supporter le poids d'un examen réel. Le testament qu'ils avaient si soigneusement modifié est devenu un document sans valeur, inutile comme protection contre des conséquences qu'ils avaient eux-mêmes créées, et j'ai appris que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de vous écarter et de laisser les gens affronter les résultats naturels de leur propre choix. Mon nom a peut-être été effacé de leurs documents juridiques, mais en fin de compte, leurs noms sont devenus des avertissements murmurés sur le prix de la tromperie, tandis que le mien est devenu associé à la résilience, à la grâce et à la force tranquille qui vient de survivre à la trahison avec dignité intacte. Si cette histoire de douce vengeance vous a tenu en haleine, cliquez sur ce bouton j'aime dès maintenant. Ne manquez pas plus d'histoires captivantes comme celle-ci, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne.